Bonsoir, bienvenue à tous. 19h30, place à l'équipe du dimanche, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Des invités pour aller au-delà de l'Écosse, on parlera de politique, de sécurité, on parlera d'intelligence économique. Existe-t-il une intelligence économique africaine? L'expert Gigbet sera tout à l'heure sur ce plateau. Et puis il sera aussi question de littérature, enquête de progrès social, combat d'un militant. L'auteur Aruna Togieni sera avec nous. Le 7 Info, c'est parti. Le Burkina Faso encore endeuillé par des actes terroristes. 6 policiers tués hier cette semaine sur l'axe Solé-Titao dans la province du Loroum, région du Nord. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif artisanal. 5 autres policiers ont été blessés au cours d'une riposte. Jeudi dernier, ce sont 6 militaires qui ont été tués dans les mêmes conditions à l'est du pays. Un gendarme a également été tué à Inata dans le Sahel. Une situation sécuritaire qui amène l'opposition politique dans les rues. Elle réclame les têtes des ministres de la Défense et de la Sécurité. L'opposition politique qui a dressé cette semaine le bilan de sa marche meeting du 29 septembre dernier et c'est un satisfeciste général qui se dégage. Les images parlent pour eux. Après le déferlement humain de ce week-end, c'est visiblement satisfait que les organisateurs de la marche du 29 septembre se présentent face aux journalistes à l'heure du bilan. La marche s'est très bien déroulée, malgré les tentatives de sabotage du NPP, malgré les billets de banque qui ont coulé à flot dans les quartiers et malgré la campagne d'intimidation et d'intoxication. Nous sommes très satisfaits sur tous les plans. La très forte mobilisation des citoyens, le caractère pacifique et républicain de la marche, la grande discipline et la qualité du message envoyé. Mais tout n'aura pas été parfait au cours de ce rassemblement, dira le comité d'organisation. Le seul couac, c'est cette banderole brandie par des manifestants appelant au retour de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré, créant ainsi la polémique sur les réseaux sociaux et dans une partie de la presse. Lors du rassemblement, quelques manifestants dont les messages n'avaient pas été homologués ont vu leur pancarte ou banderole retirées par la commission communication. Des photographies de ces messages ont malheureusement été prises et publiées avant le retrait des pancartes. Pour le CFOP, cet épisode, même s'il est regrettable, n'entache en rien le succès de la marche. Une marche meeting qui devrait être le début d'une série de manifestations du même genre, selon ses initiateurs. L'opposition qui réclame des têtes de ministres, voici la réponse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Dandiounou. Est-ce que c'est le CFOP qui a demandé au président du FASO de nommer ses ministres? Je pense qu'il faut qu'on reste un peu réaliste. Nous avons un gouvernement qui travaille et c'est le président du FASO qui, donc, sur proposition du Premier ministre, nomme ses ministres. Quand le CFOP ne sera plus CFOP, ils vont nommer leur... En attendant, ils sont à l'opposition et nous avons la chance donc d'exercer l'action gouvernementale, donc de participer à mettre en œuvre le programme du chef de l'État. Je trouve la question assez particulière. Une association veut marcher, un regroupement de partis politiques veut marcher, la loi leur permet de marcher. Après, c'est l'expression de la démocratie. Je rappelle que beaucoup d'entre nous se sont impliqués pour que ce droit-là soit respecté. Donc s'ils usent d'un droit républicain, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je n'ai pas d'appréciation à faire sur la marche de X ou Y. Après, l'autorité leur a donné l'autorisation de marcher, à eux de marcher. Voilà. Moi, je suis dans les actions qui sont réalisées. Et les actions réalisées, pour moi, en mi-mandat, nous avons fait le bilan. Et chaque jour, vous avez les écoles qui sont construites, vous avez les pistes qui sont mises en œuvre, vous avez les ponts qui sont construits, vous avez la gratuité qui est effective, vous avez l'assurance universelle qui est en train de se mettre en œuvre, vous avez des créations d'emplois qui sont faites. Ça, c'est la réalité. Et vous avez une réponse de l'État, du gouvernement, face à l'action terroriste. Après, chacun de nous, dans son arbitrage, pèse le pour ou le contre. Et moi, je vois ce qui est réalisé. Et je trouve que, honnêtement, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec les arbitrages difficiles que nous impose la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites. Mais ça se voit.
Si vous allez en province et que vous quittez Ouagadougou, vous verrez que demandez à ceux qui sont dans des situations où leurs femmes sont à l'hôpital, elles accouchent et qu'elles sont entièrement prises en charge, ces personnes vous diront que les choses sont faites. Ça, c'est concret. Et ça, c'est un élément que toute l'Afrique nous envie. Et ça, c'est au quotidien. Allez dans les quartiers périphériques, demandez aux acteurs ceux qui ont la chance d'être pris en charge au niveau de l'hôpital pour leurs femmes et leurs enfants. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont faites qui ne se faisaient pas avant. Premier invité de ce 7 Info, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. L'opposition donc qui réclame la tête des ministres de la Défense et de la Sécurité de façon persistante, insistante. On entend ces derniers temps la rumeur qui fait état effectivement du fait que le ministre de la Défense, en tout cas, pourrait démissionner. Mais là, on se demande, c'est vrai qu'on a vu cette semaine, elle a été particulièrement meurtrière pour nos forces de défense et de sécurité. Alors, est-ce que la solution serait là? Je crois que le CEFOP a exprimé un point de vue qui est assez largement répandu parmi les Burkinabés, qui, ne sachant pas trop à quel sens se vouer en matière d'insécurité, pensent qu'en changeant peut-être les responsables des départements en question, on aurait une chance de voir une autre façon de riposter à ces phénomènes du terrorisme. Et quand on regarde également la marche, on constate ici que effectivement, le monde est venu sur le parcours de la marche et que cela signifie, en politique, qu'il faut tenir compte donc de la demande qui a été formulée par le CEFOP. Et ceci s'ajoute au fait que, effectivement, l'insécurité est en train de prendre une dimension très alarmante avec la multiplication et le rapprochement des attaques et le mode opératoire qui est utilisé, à savoir les mines qui explosent sous les roues des véhicules de l'armée ou des forces de sécurité. Aussi, il y a l'espace couvert. Et on voit aujourd'hui que, en gros, presque tout le nord, l'est et même une partie de l'ouest Burkina sont concernés par les activités terroristes. Ce qui montre que la réponse certainement n'arrive pas à résorber, à contenir l'assaut des terroristes. Ce qui fait que, bon, naturellement, les uns et les autres pensent qu'il faut changer de tête au gouvernail de la défense et de la sécurité. Peut-être qu'en allant donc dans le schéma de la vectorialisation, les ministres sont des vecteurs. Peut-être qu'en changeant de ministre, on aura un autre fonctionnement donc, de ces dispositifs de sécurité et de défense-là. Parce que là, l'enjeu aussi, il est politique. Est-ce que effectivement accéder à cette exigence de l'opposition politique, ce ne serait pas là offrir une victoire à l'opposition politique, justement? Oui, d'un point de vue purement formel, le chef de l'État, bien entendu, étant un acteur politique, ne voudrait pas se laisser dicter la façon de gérer son gouvernement par ses opposants. Mais ici, il s'agit d'une question quand même assez particulière. Il n'a pas été question de demander la démission du ministre des Finances, quoique il y ait aussi la forme sociale, mais on se dit que c'est des secteurs qui ne sont pas brûlants. En ce qui concerne la sécurité, c'est une question à qui tout double. Hein. Si on ne résout pas la question immédiatement, vu la façon dont se déroulent aujourd'hui ces attaques terroristes, je crois on s'est laissé prendre par ces terroristes-là, qui aujourd'hui, on voit des nouveaux groupes qui se sont installés sur le territoire. Quand on regarde les vidéos qui ont été postées, il s'agit très nettement de nouveaux acteurs, hein, l'État islamique en particulier, qui parle un arabe très pur, différent donc de ce qu'on a entendu quand il s'agissait du Soum ou de Malam Diko et autres. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une aggravation de la situation sécuritaire. Quelle que soit la façon dont le gouvernement entend régler la question, il y a péril en la demeure. Ce qui fait que, quelque part, l'opposition trouve un certain écho. On a vu récemment la tenue du Conseil supérieur de la défense sans qu'on ait les éléments réels des décisions qui ont été prises. Le chef de l'État a dit qu'ils ne vont pas donner les détails, mais qu'on verra les mesures. Donc, au-delà de cette rencontre, et à la suite de laquelle on n'a pas vu grand-chose, donc les gens sont en droit de se demander est-ce qu'il ne faudrait pas voir du côté de ceux qui tiennent les départements ministériels en question pour essayer de donner un coup de boost
à ces secteurs-là. Vous avez parlé tout à l'heure de ce mot d'opérateur. De plus en plus, ces mines artisanales qui se développent et qui font mouche, qui font de gros dégâts au sein de nos forces de défense et de sécurité. Et alors, on se demande, est-ce que là, ça veut dire qu'on n'a pas la solution? Parce que ça a commencé même depuis un bon bout de temps, d'abord dans le Sahel, après à l'Est, et récemment encore dans le Nord, on a vu avec, notamment dans la zone de Titao, cette mine qui explose et qui fait beaucoup de morts. Là, est-ce que ça veut dire que jusque-là, on n'a pas réussi à développer la stratégie pour contourner effectivement cette stratégie? Oui. Les attaques récentes montrent donc que non seulement on n'a pas pu apporter la réponse qu'il fallait, et ça, ce n'était pas très, très surprenant, dans la mesure où, comme on l'a déjà analysé ici même, nos forces de défense et de sécurité étaient préparées pour des actions différentes de ce qui se passe actuellement. Il s'agissait de guerres classiques où on a en face une armée qui vous combat. Donc, ils ont été formés et équipés pour ce type de situation. Maintenant qu'on a affaire au terrorisme, qui est plutôt le modèle guérilla, c'est-à-dire des petites attaques brèves, mais meurtrières, et puis après, les responsables disparaissent dans la nature. Donc, nos forces de défense et de sécurité ont beaucoup plus de mal à faire face. Et quand on regarde le modèle d'attaque qui est fait aujourd'hui, les mines donc en question, et l'ampleur de l'espace qui est touché par ces attaques sur les mines, on se demande comment est-ce que ces gens arrivent à deviner le déplacement de nos colonnes et trouver exactement le moment où il faut déclencher les mines, quand est-ce qu'ils posent ces mines-là, et sur toute cette étendue des territoires. Donc, il y a de quoi vraiment être inquiet là-dessus. Et ça pose véritablement un problème de maillage justement du territoire. Exactement. Ça pose un problème de maillage. Est-ce que aujourd'hui, avec donc l'extension de l'espace couvert par les terroristes, je me dis qu'il va être assez difficile pour nos forces de défense et de sécurité de réussir à régler cette question-là tout seul. Parce que vous avez un espace extrêmement vaste qui est couvert par différents groupes de terroristes qui certainement se coordonnent, mais ne sont pas forcément connectés au quotidien. Donc, ils se sont peut-être répartis les zones sur le territoire et chaque groupe agit dans la zone qui lui est dévolue. Donc, il va être assez difficile pour que toutes nos forces de défense et de sécurité arrivent à se déployer sur l'ensemble de ces territoires-là. D'où la solution qui saute à l'œil, celle donc de la mutualisation des forces avec les pays voisins. Et là encore, on se rend compte qu'également, il y a pas mal de difficultés parce que si on prend le cas de l'État islamique au Grand Sahel, l'IGS, qui agit actuellement, en particulier dans la zone de l'Est, il s'agit, par exemple, de son leader qui était celui qui commandait le Moujao et qui était donc basé tout au nord du Mali, dans un espace de la République arabe sahraoui, et qui se trouve maintenant dans l'intersection entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, cela signifie que l'espace qu'ils ont parcouru, c'est un espace qui n'est pas occupé par les forces classiques. D'où le problème de la coordination, de la mutualisation des efforts de guerre. Et le G5 Sahel, donc, qui revient sur le... On annonce justement des opérations. Oui, des opérations sont annoncées, mais moi, je suis plutôt inquiet pour le G5 Sahel. Quand je prends la dernière étape, le déplacement à New York le mois passé, où il y avait donc l'Assemblée générale des Nations Unies, il était prévu en marge une rencontre sur le G5 Sahel, où des partenaires auraient donc voulu rencontrer les responsables du G5 Sahel. Et on a constaté que le président malien était le seul chef d'État sur les 5 à être présent à New York. Et lui, quand il est arrivé à la rencontre, les Maliens qui étaient aux États-Unis sont venus faire une manifestation monstre devant le lieu de la rencontre, le traitant de voleur de celui qui n'a pas gagné les élections, ce qui l'a aussi déstabilisé. Et à la rencontre, il y a pas mal de partenaires qui n'ont pas pu participer. Donc ça donne une image assez peu flatteuse donc, de ce que le G5 Sahel pourrait faire sur cette question du terrorisme. Le Burkina qui a recours justement au soutien de la force Barkhane, la force française justement. Oui, on est déjà en partenariat avec la France pour cette question du terrorisme. Donc c'est tout à fait normal qu'on voie Barkhane donc intervenir ici. Elle le fait déjà au Mali, elle le fait au Niger également. Donc je crois que c'est une nécessité de coopération et que les Français arrivent, même si une certaine opinion au Mali et au Burkina
n'est pas très favorable à la présence militaire française dans ces pays-là. En particulier au Mali, ils sont vraiment, l'opinion n'est pas du tout favorable à Barkhane, ce qui limite aussi les efforts donc, de cette force-là et l'impact qu'elle pourrait avoir sur le terrorisme. Alors pour terminer, le premier acte fort du chef de l'exécutif ou du président du Faso, ça sera donc peut-être le limogeage des ministres de la Défense et de la Sécurité pour montrer qu'on est conscient de la gravité de la situation et qu'il faut revoir les choses. Moi j'attends plutôt du chef de l'État, peut-être le limogeage, mais je pense que c'est des questions qui doivent être... Ce limogeage, s'il arrivait, doit être contenu dans un package de mesures. Parce qu'il ne suffirait pas de nommer quelqu'un dans un contexte où il est déjà assez difficile de travailler, où les moyens peut-être manquent, où la coordination des forces n'est pas optimale. Et en nommant quelqu'un comme ça, on peut ne pas réussir à changer les choses. Donc il faudrait qu'au-delà du limogeage éventuel, on puisse trouver des mesures complémentaires, comme des moyens supplémentaires, une meilleure coordination des forces sur le terrain, la coopération avec les autres pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci, Chaka Koulibaly, d'être passé dans le 7 Info ce soir. La suite, donc, face à cette situation sécuritaire difficile, il y a 7 propositions: suspendre le référendum et affecter les milliards de francs CFA de son organisation aux forces de défense et de sécurité. C'est l'ADF-RDA qui parle depuis son fief Waïgouya, d'où le parti de l'éléphant a appelé le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir, à oublier les élections de 2020 et à se concentrer sur l'essentiel, la lutte contre le terrorisme. Ambiance bon enfant à cette rentrée politique de l'ADF-RDA. L'avenir est envisagé avec beaucoup de sérénité, mais la situation sécuritaire du Burkina Faso inquiète. Des attaques qui se multiplient et elles sont meurtrières. Pour le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, il faut réorienter certaines dépenses, suspendre l'organisation du référendum en 2019 et affecter son financement à la lutte contre le terrorisme. Nous disons que dans l'immédiat, il faut mettre les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité. Il faut tout de suite le faire. Et c'est pour cela que nous disons à l'ADF-RDA que le référendum pour nous n'est plus une priorité. Le premier bien de notre pays, c'est la paix. Après la paix, maintenant viennent s'agréger tous les autres biens. Et de notre point de vue, les 25 milliards prévus pour organiser le référendum en 2019, en mars, qu'on prenne ces 25 milliards et qu'on acquiert du matériel militaire de dernière qualité et qu'on mette ça à la disposition de nos forces de défense pour permettre à ces forces de défense de pouvoir défendre la patrie, se défendre eux-mêmes et défendre les citoyens. Comment voulez-vous que des gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes puissent vous défendre? Selon Maître Gilbert Noël Ouedraogo, la question sécuritaire devrait être la priorité du régime en place et non la présidentielle de 2020. Nous pensons que 2020, ça ne doit pas être la priorité pour un chef d'État qui est élu et qui voit chaque jour que Dieu fait ses enfants mourir sur le champ de bataille. Il doit réagir et de manière énergique, de manière à donner un signal, non seulement aux forces de défense et de sécurité, mais de manière à donner un signal aussi à l'ennemi, pour que l'ennemi comprenne que le Burkina a pris au sérieux la menace et apporte les réponses sérieuses à la menace. Cette rentrée politique de l'ADF-RDA, selon son président, est le début d'une série d'activités. Après cette rentrée, nous allons faire une tournée dans les 45 provinces. Nous prévoyons aussi une grande organisation pour les vœux en 2019 pour faire le point de ce que nous avons fait entre la rentrée d'aujourd'hui et janvier 2019. Et enfin, pour les congés de Pâques, nous envisageons de tenir à Bobo-Dioulasso le congrès de l'ADF-RDA. Et au cours de ce congrès, nous allons désigner le candidat de l'ADF-RDA, issu des rangs de l'ADF-RDA, pour aller à la conquête du pouvoir en 2020, parce que l'ADF-RDA estime qu'elle a beaucoup de choses à proposer à notre pays, le Burkina Faso. L'éléphant appelle ses militants exilés ou non à se remettre en ordre de bataille. L'objectif est bien affiché à l'ADF-RDA, le palais présidentiel de Kosiam en 2020. La chronique économie de cette semaine sur BF1 était consacrée au marché du sucre. Tout comme l'huile, le sucre vit sa crise de mévente et si elle n'est pas une nouveauté, cette mauvaise passe de la filière sucre pose quand même une fois de plus la question de la protection des industries nationales et de leur production. L'État est accusé justement de faire une subvention injuste dans le domaine
de l'importation du sucre. Suivez. La crise que connaît le secteur du sucre n'est pas nouvelle. Récurrente presque tous les ans, il n'y a qu'une seule société qui en pâtit, la société sucrière de la Komoué Sosiko. Mais que ne vaut l'étonnement quand on taxe l'État de contribuer à étouffer cette entreprise nationale? Mais c'est pourtant réel. Cette responsabilité de l'État est citée par le directeur général de la Sosiko dans une interview parue dans le numéro 267 de l'Économiste du Faso. La subvention sur l'importation du sucre opérée par l'État serait suicidaire pour la production nationale. Le sucre qui arrive, au lieu d'être dédouané par exemple à son prix de revient, on le dédouane à un prix encore plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez avec votre sucre à nos frontières et que le kilo, par exemple, fait 100 francs, au lieu qu'on vous le dédouane à ce prix, le gouvernement a mis un mécanisme en place qui permet de le dédouaner à 50 francs. Du coup, c'est une perte pour l'État à ses frontières. Et cette perte-là se répercute à l'intérieur par le fait que les gens peuvent vendre leur sucre moins cher et aussi en importer beaucoup. Et c'est ça, c'est ce phénomène-là que subit un peu les producteurs nationaux. Analysée sous un autre angle, cette subvention pourrait s'expliquer par le fait que le sucre est un produit de grande consommation. Subventionner son importation est bien utile pour les consommateurs et proscrit également le risque de toute pénurie. Mais à comparer le ratio entre la consommation nationale qui avoisine 120 000 tonnes de sucre par an et la production nationale qui est estimée à 35 000 tonnes par an, il y a logiquement de la place pour écouler la production nationale. Des mesures incitatives avaient été prises entre 2010 et 2014, mais n'ont duré que le feu d'une paille. Malheureusement, ce mécanisme n'a pas fonctionné parce que les acteurs à un moment ne se sont pas entendus. Mais quand on regarde les chiffres produits à cette époque, et ça c'est à lire dans les journaux, c'était un mécanisme qui avait deux avantages. Un, la production totale de la Sosiko était enlevée. Et deux, la structure, ce qu'on appelle la Sodisucre, était rentable. Parce que, si vous voyez les chiffres que nous avons publiés, elle générait, pendant sa période, elle a généré pas moins de 26 milliards pour l'État. Bon, si vous avez une structure comme ça, qui peut vous faire rentrer sur la période, je crois, 3, 4 ans ou 2, 3 ans, 26 milliards, et si elle n'est pas là, imaginez où toutes ces sacs-là sont. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour les recouvrer. Vous avez la Sosiko qui menace à tout moment de fermer ou de brader son sucre. La Sosiko traîne actuellement la moitié de sa production de la campagne écoulée, ce qui représente à peine 15% des besoins de la consommation nationale. Tout comme les négociations qui se mènent actuellement pour juguler la crise dans le secteur de l'huilerie. Des décisions politiques sont impératives pour sauver la production sucrière burkinabé. La mévente du sucre peut être un problème d'intelligence économique. Le Camerounais Digwech, enseignant spécialiste en intelligence économique, fondateur du groupe Knaudis, un cabinet conseil en intelligence économique, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique CAVI, auteur de plusieurs ouvrages, dont 70 chroniques de guerre économique et puis Maroc-Afrique. Ils ont trahi le roi. Digwech est à Ouagadougou dans le cadre du forum Rebranding Africa. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau du 7info. Bonsoir, merci beaucoup pour votre chaleureux accueil. Je suis ravi d'être au Burkina Faso. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sujet sur la filière sucre au Burkina Faso, victime de mévente, c'est pareil pour les huileries. Ça, c'est un sujet d'intelligence économique? C'est un vrai sujet d'intelligence économique parce que, vous savez, cette activité entre en ligne de compte précisément au profit et lorsque nous sommes en situation des acteurs qui souffrent de la compétition, qui souffrent d'une concurrence de plus en plus exacerbée, c'est précisément à ce moment-là que l'intelligence économique entre en ligne de compte pour s'interroger sur le pourquoi et le comment de la situation à laquelle on est en train de faire face d'une part, et d'autre part, surtout, s'atteler à fournir des solutions
aux acteurs économiques qui en sont victimes afin de sortir de ce qui apparaît aujourd'hui visiblement comme un cercle vicieux. Parce que c'est bien ça, hein, l'intelligence économique. On parle de business intelligence pour les Britanniques, competitive intelligence pour les Américains, intelligence économique pour les Français, et ça est récent d'ailleurs. Là-bas, on parle de 1994. C'est la veille, c'est la sécurité, la défense, l'analyse, la diffusion, l'influence. C'est cela, l'intelligence économique? C'est précisément cela. C'est-à-dire que quand on a une société comme celle à laquelle on fait référence, la SN Sosuco, par exemple. La SN Sosuco, typiquement, qui nous dit pourquoi est-ce que nous produisons 35 000 tonnes alors qu'on a besoin de 120 000 tonnes par an et qu'on n'arrive pas à les écouler sur le marché local. Donc on part toujours de la question du décideur. Après la question du décideur, on met en place un plan de recherche. Donc on se met à collecter toutes les informations que nous allons ensuite traiter, analyser, voyez, les transformer en renseignements économiques, les sécuriser et les remettre au décideur qui a posé la question. Mais in fine, dans le processus, il y a 3 grandes séquences qui sont extrêmement importantes ici. Il y a l'approche défensive, parce qu'il faut protéger le patrimoine économique, le patrimoine informationnel, par exemple, d'une entreprise. Typiquement ici, le sujet que vous venez de projeter me met, si vous voulez, en situation défensive. Je dois m'interroger sur le fait de savoir comment est-ce que nous devons protéger le marché, le patrimoine sucrier du Burkina Faso, la production locale du Burkina Faso. Donc vous avez cet aspect défensif, mais derrière vous avez un aspect offensif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura solutionné le problème au niveau local, on va s'arrêter de penser aux solutions à mettre en place pour défendre simplement le patrimoine, mais on va commencer à se dire, mais finalement, si le Burkina Faso ne peut pas vendre son propre sucre sur son territoire national, peut-être que les Ghanéens voudront le consommer. Peut-être que les Togolais voudront le consommer. Donc, on va aller explorer les voies et moyens pour nous permettre d'être beaucoup plus offensifs. Bon, ça, c'est l'aspect positif du caractère offensif. Il y a des aspects négatifs aussi. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait analyser quels sont les points faibles du sucre qu'on importe chez nous, montrer son empreinte environnementale, par exemple, puisqu'on parlait d'écologie, d'économie verte, et montrer qu'in fine, de consommer ce type de sucre-là est plutôt négatif à la fois pour nos organismes, mais plus généralement pour la planète. Donc, on peut aller jusque-là. Mais de l'autre côté, il y a un aspect aussi influence. Et ça, c'est le 3e compartiment qui est extrêmement important. Les consommateurs aujourd'hui, au-delà d'être convaincus de la pertinence d'un produit, de la qualité de ce produit, il faut les aider à s'approprier ce produit-là. Donc, ça passe également par de la pédagogie. Il faut qu'à terme, on arrive à se dire, à un moment donné, lorsqu'on arrive, par exemple, dans un supermarché, qu'on voit du sucre burkinabé, qu'on voit du sucre en provenance de Singapour ou de je ne sais quel autre pays, qu'on arrive à se dire, que le consommateur arrive à se dire, il est juste et bon pour moi de consommer ce sucre, non simplement parce que c'est un slogan que de dire qu'il faut consommer burkinabé, mais parce que l'entreprise en question, SN Sosuco, a réussi à mettre en exergue toute une série de qualités qui relèvent par exemple de la santé, qui relèvent de la protection de l'environnement, qui relèvent de l'emploi. Consommer plus de... pourvoyeur d'emploi, justement. Principal pourvoyeur de l'emploi privé. Vous imaginez, ça veut dire que chaque fois que je mets un morceau de sucre burkinabé dans ma tasse de café, je donne de l'emploi aux burkinabés. Mais si je ne donne pas de l'emploi aux jeunes burkinabés, eh bien, ils se retrouvent à rentrer dans des groupes terroristes ou à prendre la mer pour passer de l'autre côté en Europe avec le risque que cela constitue. Donc, il est question, à travers une approche d'influence, de sensibiliser les parties prenantes, les populations, pour nous dire on ne consomme pas seulement le sucre pour sucrer la tasse de café, mais aussi pour donner de l'emploi et, ce faisant, pour construire un meilleur vivre ensemble. Et c'est peut-être cela qui manque à l'Afrique, c'est l'influence sur le consommateur. Alors, pour l'Afrique, justement, et l'Afrique dans tout ça, l'intelligence économique, a-t-on une intelligence économique africaine? Dieu merci, oui. Aujourd'hui, grâce aux efforts que nous menons sur l'ensemble du continent africain depuis plus de 3 ans, on a réussi à mettre en place une véritable intelligence économique africaine. Alors, qu'est-ce qui la distingue de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde? Eh bien, c'est 2 choses. La première chose qui relève du constat, c'est de se rendre à l'évidence que l'intelligence économique et la veille, telles qu'elles sont pratiquées, ces activités-là, à l'international, notamment dans les pays industrialisés, est essentiellement exposé à la numérisation des données. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rester au Burkina Faso et prendre la carte de visite d'un opérateur économique ou d'un investisseur qui est venu vous rencontrer au Burkina Faso et de voir si son entreprise existe vraiment. Là, je peux aller sur infogreffe.fr où je veux trouver toutes les entreprises françaises qui sont immatriculées. Si ça se trouve, son entreprise a fermé, qui est dans le capital,
quels sont ces différents métiers, etc., le nombre de collaborateurs. C'est une information à laquelle on peut accéder ici, maintenant, sans avoir à bouger, sans aller en France. À tout le contraire de ce qui se passe sur le continent africain. L'opérateur économique qui est situé aux États-Unis ne sait pas vous dire avec exactitude, sans venir sur le terrain ou mobiliser le renseignement humain, si telle ou telle entreprise existe vraiment. Si ça se trouve, c'est une entreprise dans la mallette, qui n'est pas immatriculée, qui ne paye pas ses impôts, qui n'a pas de collaborateurs fixes, etc., etc. Donc, si vous voulez, face à la faible numérisation des données dans nos pays, l'intelligence économique africaine trouve sa raison d'être et sa singularité dans ce fait qu'il mobilise le renseignement humain. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que si je ne sais pas retrouver des informations sur vous, parce que je fouille Internet, parce que je lis les rapports d'activité des entreprises, parce que je lis les journaux au quotidien, eh bien, je vais descendre sur le terrain, aller à la rencontre des personnes ressources. Si je veux savoir quand est-ce que votre entreprise a été immatriculée, je vais au greffe du tribunal de commerce. Donc, vous avez toute une série d'acteurs qui relèvent pour nous de la catégorie des personnes ressources auprès desquelles on va aller prendre cette information de façon tout à fait légale, la recouper, la filtrer, la transformer en outil d'aide à la décision pour que ceux qui en ont besoin puissent décider. Donc, le cadre a été posé. Depuis 2 ans maintenant, nous avons un référentiel africain de veille et d'intelligence économique. C'est très utile à préciser parce qu'on a des opérateurs internationaux qui viennent renforcer nos capacités. C'est vrai, c'est bien, c'est acceptable, c'est encourageable. La dimension culturelle. Mais la vérité, la dimension culturelle, on vient de la souligner, mais on peut pousser beaucoup plus loin le bouchon de la réflexion. La vérité, cher monsieur, c'est qu'aucun État dans le monde ne peut venir vous aider à vous battre contre lui. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup sur les questions des stratégies de puissance. C'est une question de compétition, de compétitivité. Et on le disait encore hier lors de la conférence, même lorsqu'un opérateur économique vous apporte de l'aide, chaque fois que l'aide coûte 1 euro ou 1 franc CFA, il faut s'attendre à ce que cet opérateur-là récupère derrière 2 francs ou 2 euros. Donc c'est tout à fait fondamental. D'où la nécessité pour nous, ça a été le premier mouvement, d'aller trouver ce que les autres font de meilleur, de récupérer, c'est ce que nous appelons le benchmarking des bonnes pratiques. Nous sommes allés récupérer ce qu'ils font de mieux, ce que Cheikh Hamidou Kane appelait l'art d'aller voler le feu au ciel. Nous sommes allés récupérer ce qu'ils font de mieux, nous l'avons adapté à nos réalités. Aujourd'hui, nous sommes en position de force, nous avons les capacités de formation, de former nos propres soldats de l'économie qui sont capables d'affronter les autres. C'est cela le défi, justement, la formation de ces jeunes Africains en intelligence économique, surtout une formation endogène, surtout. C'est effectivement cela. Alors, bien entendu, nous avons gardé la porte ouverte à des expertises internationales. C'est absolument indispensable. Il est vital pour nous de comprendre les matrices culturelles des autres pays avec lesquels nous sommes tantôt en coopération, tantôt en compétition, donc in fine en coopétition permanente. Donc, on garde la porte ouverte, mais fondamentalement, le noyau dur, le cœur du réacteur consiste à former nos acteurs à nos propres réalités et surtout, fondamentalement, à nos propres défis. Les défis de l'économie du Burkina Faso ressemblent aux défis de l'économie malienne, aux défis de l'économie ivoirienne, peu ou prou, mais certainement pas aux défis de l'économie britannique ou de l'économie allemande. Donc on a nos propres réalités, on a nos propres contraintes qui font qu'on doit former une intelligence économique africaine, des ressources en intelligence économique africaine qui soient propres à nous, qui soient, comme vous l'avez dit fort opportunément, endogènes. Dans la synergie pour faire face effectivement à toutes ces autres intelligences extérieures, parce qu'on est là dans une guerre économique ou de domination économique de ces puissances sur le continent. C'est une véritable diplomatie économique qui est là. C'est une diplomatie économique. On pousse même le bouchon beaucoup plus loin pour parler de guerre économique. Quand est-ce que tout cela a commencé? Nous sommes en 1989, il y a la chute du mur de Berlin, donc c'est la fin des affrontements Est-Ouest. Et les anciens, par exemple, qui travaillaient dans les services de renseignement, soit du bloc occidental ou du bloc soviétique, se retrouvent au chômage. Leur travail au quotidien, c'était de voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Ils se retrouvent au chômage, et c'est là où les multinationales occidentales, qui sont en train de partir à la conquête des marchés internationaux, dont notamment les marchés africains, les marchés asiatiques, etc. Ces multinationales se disent, mais on a des gens qui sont des experts en matière de collecte du renseignement au quotidien, on a des analystes chevronnés, il ne faut pas les laisser au chômage, il faut les amener dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où, pour la première fois, on a vu le transfert du savoir-faire du monde du renseignement militaire vers le monde de l'entreprise.
Donc, c'est là où ces acteurs-là sont venus et ils ont densifié l'activité, ils ont exacerbé l'agressivité de ces acteurs économiques qui sont aujourd'hui dans des marchés matures. Vous voyez, les marchés occidentaux aujourd'hui sont des marchés matures, les possibilités de croissance sont de plus en plus faibles, voilà pourquoi on tend à diversifier avec de nouveaux concepts, etc. Les marchés à conquérir, cher monsieur, c'est les marchés africains. Depuis que Michel Camdessus l'a dit fort opportunément, l'Afrique est la nouvelle frontière de la croissance mondiale. C'est nous qui avons la démographie la plus galopante, la plus jeune, avec les besoins de consommation que l'on connaît. Nous avons dépassé le 1,2 milliard d'habitants, nous avons 300 millions de personnes qui appartiennent à la classe moyenne, avec les mêmes besoins de consommation que la classe moyenne chinoise ou indienne. Nous avons besoin des téléviseurs à écran plat, d'automobiles, etc. Toutes choses que nous ne fabriquons pas. Et donc, toutes ces multinationales ont à cœur de venir conquérir nos marchés, y compris ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire construire nos habitats pour nous, construire des studios de télé comme ce beau studio de télé. Si ceux qui le font au niveau local ne sont pas suffisamment compétitifs, eh bien d'autres viendront, comme on l'a vu dans le cas du sucre, venant de l'étranger, feront du dumping, peut-être seront subventionnés par leurs propres États, battront nos opérateurs économiques locaux, donc nous enlèverons nos emplois pour, soi-disant, nous rendre service. C'est totalement incohérent. Là, la réalité qui se dessine aujourd'hui avec cette guerre en puissance, les États-Unis, vous avez généralement, vous prenez comme référence ces structures comme, vous parlez de renseignement militaire Africom, vous parlez de CTA, mais c'est aussi la Chine aujourd'hui qui prend le terrain. Tout à fait, c'est la Chine. Et c'est très intéressant que vous évoquiez la Chine compte tenu des récents développements de la coopération diplomatique, économique, etc. entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce rapport nouveau que vous avez noué aujourd'hui avec la Chine, c'est que nous sommes en face d'une puissance, nous sommes en fait en face d'une superpuissance qui ne se pense pas simplement, mais qui pense le monde. Donc quand une puissance comme celle-là, une superpuissance rentre en relation avec un pays comme le Faso, eh bien, elle évalue en termes de force, de faiblesse, de menaces et d'opportunités. Donc, aujourd'hui, et cela est documenté, la Chine vient comme un ogre. Elle attaque 54 États avec des actions à très forte valeur symbolique. Il ne vous a pas échappé que la Chine, voilà, la Chine nous a offert, par exemple, quand même le siège de l'Union africaine à plus de 200 millions de dollars. Je ne sais pas, c'est comme si la situation ressemble un peu à comme si vous aviez un voisin, même votre meilleur ami qui vient offrir la plus belle robe de sa vie à votre épouse. Donc, on est là sur des stratégies d'influence. C'est suspect quand même. C'est extrêmement suspect. Mais on est là sur des stratégies d'influence qui sont extrêmement pensées, extrêmement affinées, où, je vous passe les détails parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour entrer là-dedans, mais où l'effet final recherché, c'est comment est-ce qu'on va remporter les parts de marché sur les territoires étrangers, par exemple, tels que le Burkina Faso. Donc la Chine a à cœur aujourd'hui de savoir comment on va aider le Burkina Faso, aider entre guillemets, à travers, par exemple, si on vous construit un stade, ce sera avec du matériel chinois, par des ingénieurs chinois. Et si un boulon a changé sur l'échafaudage, il faudra le commander en Chine. Si vous avez besoin de modifier un aspect, parce que quelque chose s'est peut-être mal passé dans le chantier, il faudra à nouveau convoquer un ingénieur chinois, etc., etc. Donc voilà comment nous consommons une aide qui nous revient en fait beaucoup plus cher. Donc l'autre aspect du point de vue diplomatique, c'est comment par exemple le Burkina Faso va devenir une caisse de résonance, une vitrine de la montée en puissance toujours plus croissante de la Chine. Donc on doit être conscient de cela et se dire, voilà la posture d'une superpuissance qu'on a en face de nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire in concreto pour parer à cela, parce que nous restons sur la scène internationale, nous restons amis, nous coopérons, mais il ne faut surtout pas être dupes. Et aujourd'hui, nous sommes suffisamment mûrs, nous avons l'art du discours, place à l'action. Et à l'anticipation aussi, c'est ce que nous ne savons pas. À l'anticipation, et c'est bien que vous souleviez cet exemple, parce que j'ai des amis qui ont fait partie, par exemple, de la délégation du Burkina Faso lors du dernier forum qui a lieu en Chine, et certains ont été surpris de l'accueil qui leur a été réservé là-bas. Alors que l'anticipation aurait consisté à se demander comment d'autres pays qui ont déjà été reçus en Chine, comment d'autres délégations ont été reçues, comment elles se sont comportées, quelles étaient les précautions à prendre, comment négocier avec les Chinois, comment communiquer efficacement avec les Chinois. Ce travail aurait pu être fait. Il ne l'a peut-être pas suffisamment été, mais en tout cas, c'est une excellente opportunité pour nous rendre compte que les autres ne viennent jamais sur la table des négociations, les autres ne viennent jamais nous chercher sans préparation. Il nous faut nous préparer davantage, beaucoup plus, être beaucoup plus calculateur. Ce n'est hélas pas dans notre nature,
hélas. Mais le monde nous impose aujourd'hui d'être beaucoup plus offensif, beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus pointu dans notre capacité à nous demander ce que l'autre nous veut au-delà de ce qu'il nous apporte à première vue. Merci pour une intelligence économique au service des économies africaines. Vous menez le combat. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Je vous en prie, c'était un plaisir. La suite, la journée mondiale de l'enseignant, marquée cette semaine par une marche des travailleurs de l'éducation sur le ministère de tutelle. Conduit par le syndicat, les enseignants ont eu, une fois de plus, interpellé le gouvernement sur l'urgence de trouver une issue favorable à la crise du système éducatif national. Dans les rangs des marcheurs ce matin du 5 octobre, des enseignants en fin de formation qui sont toujours à Ouagadougou, loin de leur poste. Ils sont sans mandatement depuis bientôt 3 mois et sans lui, pas question de rejoindre les élèves. Les enseignants, surtout les sorties des écoles de l'ENS et de l'IDS là, pour pouvoir en fait rejoindre le poste. Voilà. Mais ça fait déjà 2 mois maintenant, on est dans le 3e mois d'octobre, on n'a rien reçu. Voilà. Donc on demande simplement notre mandatement pour qu'on puisse en fait avoir les moyens de rejoindre nos postes. Des cris de ras-le-bol où le besoin de sécurité est exprimé avec force, des assassinats d'enseignants dans le Sahel et dans le Nord, des enlèvements d'élèves et d'enseignants, des saccages et incendies d'infrastructures éducatives dans l'Est, l'impossibilité pour des scolaires du Sahel et du Nord de participer à des examens de fin d'année, au même titre que les autres sur l'ensemble du territoire, les dégâts liés à l'insécurité sont légion. Nous ne souhaitons plus voir nos enseignants abandonner les classes par insécurité. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour nous, à la coordination, nous l'avons rappelé, nous sommes étonnés que le Burkina Faso ait sur son territoire des bases françaises, américaines, avec tout le dispositif de surveillance tels les drones et les satellites, et nous sommes encore harcelés de la façon. Si ce n'est pas hier que la France est intervenue, mais après avoir enterré combien de Burkinabés. Ça, c'est une situation que nous déplorons. Pour cette 24e journée mondiale de l'enseignant, l'UNESCO a porté les réflexions sur le droit à un personnel enseignant qualifié. Et pour les marcheurs, cette qualification au Burkina Faso passe par le respect des engagements pris par l'État. Les avancements de 2016. Les avancements de 2017, on n'a même pas encore commencé. Il nous a été promis une bonification d'échelon. Si vous n'épuisez pas les avancements anciens, vous ne pouvez même pas parler de la bonification d'échelon. La question du statut reste en l'état, même si le gouvernement vient de mettre en place un autre comité pour justement faire de nouvelles propositions et dont les travaux vont commencer lundi prochain. Mais on n'a pas encore un contenu. Il y a pas mal de choses comme ça. La question du kit pédagogique n'est pas réglée. La question des bourses a connu un début de règlement, mais il nous revient que les élèves n'ont reçu que la première tranche du premier trimestre. Les 2 autres trimestres, ils n'ont pas encore reçu. De la bourse du travail, en passant par l'avenue du Grand Lion, les marcheurs sont arrivés au ministère de l'Éducation nationale, où l'ambiance était plutôt bon enfant entre responsables syndicaux et les 2 ministres de l'Éducation qui ont reçu le message de la coordination des syndicats de l'éducation. Je voudrais vous rassurer que ce message sera transmis à qui de droit et vous rassurer que le gouvernement effectivement est engagé dans le cadre donc, du protocole qui a été signé le 27 janvier 2018 à mettre en œuvre ce protocole, pas seulement pour satisfaire une corporation donnée, mais surtout parce que le gouvernement est convaincu que la mise en œuvre de ce protocole d'accord va favoriser un système éducatif équitable. De retour à la bourse du travail, les discours n'ont pas évolué. Les enseignants se sont voulus on ne peut plus clair. Cette marche n'est que le début de la lutte pour la mise en œuvre totale du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 27 janvier dernier. C'est donc le système éducatif qui est encore menacé de paralysie. Les bus de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou, pris en otage ce vendredi 5 octobre par les étudiants des cités universitaires. Il est reproché à la Sotraco de ne pas desservir ces zones depuis la rentrée académique 2018-2019. Les manifestants s'insurgent également contre le tarif étudiant fixé par les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Des bus Sotraco aux arrêts. D'autres ont même changé de trajectoire, contraints de se diriger vers les cités universitaires de Kosodo, de Gunguin et de la Padoua. À l'origine de cette situation, le mécontentement des étudiants.
Ici, à la cité universitaire de la Patte d'Oie, 3 bus garés par les étudiants. Ils veulent par cet acte se faire entendre. 14 jours après la rentrée universitaire, aucun étudiant n'a été transporté par les bus vers le campus de Zorona, confie-t-il. Pourtant, ces bus leur ont été destinés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. À l'arrêt des cours, j'ai reçu une note de la part de la Sotraco qui nous disait que c'était l'arrêt des cours, donc ils allaient arrêter de travailler. Au retour, ils allaient venir avec les bus. On a constaté que depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les bus. Les bus ne transportent plus les étudiants. Et dans la philosophie là où on nous met, ils nous font croire que les bus sont venus pour la population et non pas les étudiants. Et on a constaté que ce que le ministre de l'enseignement supérieur avait dit, ce n'était pas ça. Les bus sont venus au nom des étudiants. Et c'est lors de nos revendications qu'ils sont venus avec les bus. Donc nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes sortis pour qu'on puisse nous transporter. Mais ce n'est pas la seule raison de ce mouvement de protestation. Les étudiants déplorent également le prix du ticket de bus qui s'élève à 4 000 francs CFA le mois. Ils exigent désormais un prix mensuel de 2 000 francs et c'est non négociable. Tant qu'on ne fait pas les prix à 2 000 francs, nous n'allons pas arrêter. Et aucun bus ne va circuler dans la ville de Ouagadougou ici. Nous sommes là. Bien, si ça continue, nous allons paralyser le campus. Et tout ce qui va advenir comme dégâts, le ministre va assumer. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, lui, appelle les étudiants à revenir au dialogue. Je pense que ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler les problèmes, mais c'est de continuer le dialogue. Parce que le coût qu'on a donné, ça nécessite un certain nombre d'une subvention supportée par l'État. Et on connaît les difficultés du moment. Je pense qu'on aurait pu avancer avec ce coût-là en attendant d'aviser ultérieurement. Les années campus, les années étudiants à l'université, des années de lutte dans les mouvements étudiantins, Aruna Togieni en sait quelque chose. Il est l'auteur d'un livre dont on dit beaucoup de bien en ce moment, Enquête de progrès social, combat d'un militant. C'est le titre donc, toute une histoire, un vécu, des expériences que l'auteur nous invite à partager. Il est notre dernier invité pour ce 7 Info. Bonsoir. Bonsoir, M. Guibri. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous avez vu ces images, hein, ça vous rappelle des moments. Ah oui. Nous sommes dans les années 70 ? Oui, 75, 79, nous étions sur le campus étudiant. C'est des moments d'engagement, de lutte. C'est d'ailleurs ce que vous racontez dans ce livre-là, Enquête de progrès social, combat d'un militant. Avant tout, c'est une volonté de laisser quelque chose à la postérité, ce livre. Oui, parce que, bon, nous sommes des anciens, nous avons été étudiants, engagés dans le syndicalisme étudiant. Nous aussi, nous avions nos revendications à l'époque, des revendications quelquefois très fortes. Nous avions également engagé des luttes pour nous faire entendre, pour que les choses puissent changer, parce que nous estimons que ce que nous demandons allait dans le bon sens. Alors donc, finalement, bon, c'est ça aussi, hein, la vie étudiante à l'époque, un mouvement engagé au sein d'une organisation, l'AEVO, qui est aujourd'hui l'ANEM, où moi j'ai occupé des postes de responsabilité. Effectivement, c'était des moments très forts qui nous ont laissé des traces et nous avions envie de partager ces moments avec les jeunes d'aujourd'hui, les leçons que nous avions tirées, les expériences que nous avons vécues pour leur permettre de capitaliser, pour qu'ils ne puissent pas commettre des erreurs que nous avons peut-être commises et permettre, n'est-ce pas, d'arriver à une satisfaction plus poussée de leurs revendications ou de leurs besoins. C'est ça. En fait. Justement, dans un contexte où la culture politique, l'engagement de la jeunesse fait défaut, fait débat d'ailleurs, ce livre-là vient quand même comme un stimulant. Oui, en fait, moi, dans ce livre-là, ce que j'ai voulu indiquer aux jeunes, c'est que, évidemment, il faut continuer à se battre. Bien sûr, on ne peut pas imaginer une jeunesse qui accepte tout, mais une jeunesse aussi est porteur, je le dis, de changement. Mais en même temps, il faut
de temps en temps que cette jeunesse-là, dans cette lutte, dans ces revendications, fasse preuve quelquefois de réalisme. Parce qu'on ne peut pas, bien sûr, tout obtenir, mais on ne doit pas aussi, bien sûr, baisser les bras. Donc c'est aussi des leçons. Moi je pense que nous qui avons vécu ça, nous souhaitons que les jeunes d'aujourd'hui tirent vraiment partie de notre ouvrage pour arriver à des lendemains, en tout cas, de meilleures conditions de vie et d'études sur le campus. Étudiant, mais aussi, c'est aussi l'enseignant, le professeur qui parle. C'est aussi cette expérience en tant qu'enseignant, éducateur. Vous êtes fondateur de plusieurs écoles secondaires et supérieures de la place. Donc, on comprend bien que c'est toute une expérience qui peut servir cette jeunesse aujourd'hui. Le progrès social, ça suppose du militantisme, ça suppose le combat. Parce que le progrès, de tout temps, ça a été des chocs entre le présent et ceux qui viennent pour demander des changements. Donc ça demande beaucoup de militantisme, beaucoup d'engagement. Et il faut pour cela des organisations qui soient capables de porter ces changements, cette volonté, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose de nouveau qui permette d'avoir de meilleures conditions et d'arriver à un progrès de la société. Donc c'est un engagement très fort, c'est un militantisme, il faut être ça. On parle de militantisme syndical et politique. Vous étiez engagé, on a ouï dire que vous étiez du PCRV, le Parti communiste. Bon, d'abord j'ai été, comme je l'ai dit, militant de l'association des étudiants voltaïques de Ouagadougou, responsable. Bon, bien sûr, par la suite, j'ai été approché, j'ai milité effectivement dans le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, parce que effectivement à l'époque, je pensais que c'était un parti qui pouvait apporter beaucoup de changements au Burkina pour le bien de nos masses laborieuses, de nos populations. Et vous avez connu la clandestinité, la prison, l'exclusion en tant que leader. Oui, parce que lorsque nous avions engagé nos luttes en 1979 pour, disons, un système d'examen plus équitable, pour de meilleures conditions de vie sur le campus, bien, on a mené de longue haleine qui nous a mené à boycotter même les examens de juin 1979. Eh bien, nous n'avons pas été entendus malgré tous les efforts que nous avons faits, et nous avons fini ceux qui étaient considérés comme étant des meneurs, ceux qui étaient les responsables du mouvement étudiant, ont été exclus. Certains définitivement comme moi, et puis certains camarades, d'autres suspendus pour 1 an. Vous avez dû poursuivre vos études universitaires ailleurs? Oui, j'ai d'abord été engagé comme fonctionnaire. On nous a d'office dit que, bon, puisqu'on avait des engagements qu'on avait signés avec le gouvernement pour servir dans la fonction publique, et donc ils nous ont, après avoir été exclus, on a donc été affectés, certains un peu partout dans le Burkina. Moi, j'ai été affecté au CG de Dori comme professeur de mathématiques, physique. Et ensuite, bon, les événements, il y a 2 événements dont j'ai parlé dans le livre qui sont survenus. Mais par la suite, j'ai décidé de continuer. Puisque je ne pouvais plus m'inscrire à l'université de Ouagadougou, eh bien, j'ai pris mes bagages, je suis allé à l'université d'Abidjan, je me suis inscrit pour continuer mes études sans bourse, maintenant à mes propres charges. Pas évident, justement. Mais c'est cela aussi l'engagement, le militantisme. Oui. Le livre, c'est un condensé d'espoir, de désespoir aussi, d'épreuves, mais aussi de comment on relève les défis de la vie. Ah oui, parce que bon, chaque instant de la vie, c'est un défi, c'est un défi permanent qu'il faut relever. Eh bien, il faut avoir la foi, une solidité mentale et, disons, le désir, n'est-ce pas, de vaincre et d'avancer. Et ça, si on n'a pas ça, évidemment, par la suite, on peut flancher. Et puis, bon, se résigner à son sort. Alors que le militant, par essence, il s'engage avec d'autres combattants. C'est un combattant. Qui sait surmonter les difficultés. Les difficultés. Bon, bien sûr, les difficultés ne sont pas de même nature en fonction du temps. Ce que nous, on a connu à l'époque, en 1979-80, et par la suite, plus âgés, dans les organisations syndicales ou patronales,
ce n'est pas les mêmes combats, ce n'est pas les mêmes engagements, ce n'est pas la même procédure, n'est-ce pas, pour arriver à la situation, mais finalement, c'est que l'engagement est là de contribuer avec les autres à un changement, n'est-ce pas, de la société, à un mieux-être des uns et des autres dans la société. En tout cas, c'est un livre édifiant, instructif, un livre pour affronter la vie, on va le dire. Hein. Oui, absolument, absolument, M. Guébry. Et je crois que, bon, moi, mon souhait, c'est que les jeunes qui vont le lire puissent en tirer en disant qu'effectivement, avant eux, il y a d'autres personnes qui ont effectivement lutté. Et le monde n'a pas commencé avec ceux qui sont présents. C'est une suite de combats, c'est une suite, disons, l'histoire là qui a commencé depuis un certain temps. Il faut donc capitaliser cela. Et là, en ce moment, je pense qu'on peut arriver à de meilleurs résultats. Donc moi, mon objectif, c'est que les jeunes se rendent compte qu'effectivement, il y a eu des anciens avant eux, et leur léguer, n'est-ce pas, ce que nous avons eu comme devoir, les erreurs que nous avons commises, mais aussi ce que nous avons pu capitaliser comme étant de positif, qu'ils puissent les prendre et pouvoir, n'est-ce pas, structurer davantage leur combat aussi, parce que même si ce n'est pas le même combat que nous avons fait, mais le combat de tous les jours, c'est d'arriver à une société meilleure. Enquête d'un progrès social, combat d'un militant, sortie officielle le 18 octobre prochain, c'est bien ça? Oui, le 18 octobre, je vais faire une dédicace. J'espère que vous serez là, M. Guébré. J'invite mes camarades, mes amis à être présents. Je pense aussi que ça peut être l'occasion d'échange, parce qu'il y a plein de personnes qui sont citées dans le livre, qui ont vécu des moments. Ils pourront aussi porter d'autres témoignages. Et je crois que ça va permettre d'enrichir encore davantage ce que moi j'ai dit. Parce que les événements que moi j'ai vécus, d'autres les ont vécus. Peut-être qu'on n'a pas la même lecture, on n'a pas vu forcément la même chose. Et moi, ce que j'ai dit, peut-être d'autres ont vu autre chose, ils ont d'autres appréciations. Et j'aimerais effectivement que ça soit un moment d'échange. Ça nous permettra d'édifier les plus jeunes que nous. En tout cas, un livre que nous conseillons vivement à la jeunesse, Enquête de progrès social, combat d'un militant de Haruna Togieni. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci M. Guébré, merci pour cette invitation. Et en tout cas, je vous souhaite bonne continuation, bon vent à BF1. Je pense que vous faites œuvre utile. Merci bien. Merci. Et ça sera tout pour ce 7 Info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Demain, lundi, excellente reprise de travail. Bonsoir.